2, 3, fight! You win! Eh bien, merci à tous et bonjour à tous. Merci d'être là pour la conférence sur l'accessibilité sur Android. Alors, je me présente un peu, je suis Lena Ndiaye, je fais partie des organisateurs de Android Rennes. Il y a Alain et Johanna, je profite pour leur faire un coucou. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, sur Meetup. Et d'ailleurs, le 2 avril 2019, là, à l'ISTIC, derrière, il y a le prochain Meetup à 19h. Donc, n'hésitez pas à relayer l'information. Et d'ailleurs, nous existons grâce au Brainscamp, qu'on remercie. Alors, je vais passer une petite vidéo. Welcome, welcome. Tea? Or maybe something a little stronger. I've got a few bottles of the old Wynyard left. 1296. Very good year. Almost as old as I am. It was laid down by my father. What say we open one, eh? Just tea, thank you. Quelle est votre impression après avoir vu la petite vidéo? Je suppose que tout le monde a déjà vu Le Seigneur des Anneaux. Alors, quelle est votre impression? Est-ce que quelqu'un a remarqué quelque chose de particulier? Oui. C'est ça. Donc, on remarque que le Hobbit, il circule, il est à l'aise dans son habitat, alors que Gandalf, lui, il se cogne partout. Et moi, j'aime bien le moment où il se retourne et paf, il se prend le... Parce qu'en fait, la maison a été conçue, a été pensée, conçue et construite pour le Hobbit. Et Gandalf ne fait pas la même taille que le Hobbit. Et l'idéal, ce serait de faire, quand on construit quelque chose, c'est de faire en sorte que, quelle que soit la taille, quelle que soit la... Enfin, on est un peu différents les uns des autres. C'est très bien, c'est très riche. Mais il faudrait que tout le monde soit à l'aise dans son habitat. Et donc, je me suis dit, quand on construit un immeuble, on se dit, mais qui va habiter dans cet immeuble? On fait un système de personas. On a des personnes à mobilité réduite. On a des personnes non-voyantes ou malvoyantes. On a des personnes aussi qui ont des problèmes de dextérité, des seniors, ainsi de suite. Donc, on se dit, quand on construit un immeuble, par exemple, qu'est-ce qu'il faut rajouter pour leur faciliter la vie dans leur habitat? Donc là, c'est un ensemble de personas et tout. Par exemple, pour les personnes à mobilité réduite, on se dit, si on leur met un ascenseur, ce serait pas mal pour eux. Alors là, j'ai vu ça c'est pas dans tous les immeubles, c'est dans les immeubles assez récents et tout. Ils font un dispositif podotactile, c'est pour guider les personnes non-voyantes. Et là, c'est pour aussi, ça c'est les interphones. On rajoute du braille pour que les personnes non-voyantes puissent utiliser facilement ce dispositif. Ça, c'est dans la ville, c'est pareil. La ville fait ça aussi. Mais alors, on se pose la question, on a vu ce qu'on peut rajouter quand on construit un bâtiment, on a vu ce qu'on peut rajouter pour faciliter la vie, faciliter l'utilisation de ce bâtiment. Mais alors, c'est quoi une application accessible? Ça peut être aussi un site web accessible. Donc, en fait, je parle d'application accessible Android. Il y aura une partie technique Android, mais il y aura une partie
UI, UX qui concernera tout le monde, qu'on fasse de l'Android ou qu'on ne soit même pas développeur, qu'on soit juste designer et tout le monde va se retrouver dans cette conférence. Et donc, pour répondre à cette question, on va suivre Abby. Je vous présente Abby, qui est développeur Android. Et donc, Abby, avec sa boîte, publie des applications pour les établissements. Et donc, il y a Jules, qui est son voisin et qui voudrait utiliser cette application, mais qui est malvoyant. Donc là, c'est un exemple des interfaces de l'application. On peut se connecter, on peut consulter les matières de son enfant avec les notes. On peut envoyer un message pour dire que son enfant est malade et tout. On peut envoyer un message, on peut envoyer un mail, mais on peut envoyer aussi un message vocal. Le message vocal, d'ailleurs, ça va être plus simple pour les personnes non-voyantes. Donc, Jules a installé l'application, mais il a du mal à l'utiliser. Eh bien, parce qu'Abby et ses collègues n'ont pas pris en compte le fait que les personnes non-voyantes ne seraient pas à l'aise pour utiliser cette application. Et donc, ils se demandent, est-ce qu'il est possible de vocaliser l'application? On sait qu'un élément graphique, si je reviens là, un élément graphique rajoute toujours de la complexité. On a des boutons, on a des zones de texte, on a pas mal d'éléments qu'on présente à l'utilisateur. Et donc, pour vocaliser son application, en tout cas sur Android, il y a Tollback. Je ne sais pas si tout le monde a déjà utilisé Tollback. Qui a utilisé Tollback? Il n'y en a pas beaucoup. OK. En fait, Tollback permet de vocaliser les éléments. Alors, il y a des éléments qui se vocalisent automatiquement, comme les boutons, on va voir, mais certains ne sont pas vocalisés. Donc, il faut prendre ça en compte. En fait, ce n'est pas compliqué, mais il faut le prendre en compte dès le début du développement. Donc, par exemple, le bouton. Quand j'ai un bouton standard, alors j'ai mis les... je crois que c'est ça. Ça, c'est l'infobulle, c'est ce que va nous dire Tollback. J'essaie de vous le remettre en grand. Si j'ai un bouton, le bouton il ne fait rien, j'active Tollback. Comme on a vu, Tollback, c'est un service d'accessibilité qu'on active sur Android. Dès qu'il est activé, si je clique sur le bouton « Valider » ou « Option », il va me dire « Valider bouton ». Si je clique sur le bouton « Option », il va me dire « Option bouton ». Et donc, c'est très important, en fait, de faire attention au nom des boutons qu'on donne, au bouton, parce qu'il risque d'avoir une redondance. Donc, donnez juste un nom tout simple. Et Tollback va se charger de rajouter le type d'élément. Donc, on dit juste le nom du bouton, c'est validé, et Tollback va lui dire valider bouton. Pour ce qui est des images aussi, là, quand Jules va vouloir envoyer un message à l'école et tout, ça va être plus simple pour lui d'utiliser, par exemple, une image. Il clique sur l'image, on lui dit enregistrer, il enregistre sa voix et il envoie. Et donc, pour l'image vue aussi, il faut rajouter un set content description. Et donc, pour Tollback, on peut le faire de façon dynamique ou on peut le faire avec le XML. Alors, un peu plus compliqué, c'est les zones de texte éditables. Alors, les zones de texte, à ce moment-là, je n'ai rien fait. Alors, ça marche pour le bouton, on a vu, mais pour les zones de texte, ça ne marche pas. Enfin, ça marche, mais pas comme on le veut. Ce n'est pas pertinent, en fait. Donc là, à ce moment-là, si je n'ai rien mis dans ma zone de texte, quand Jules va cliquer sur la zone identifiant, il va juste avoir zone de modification. Il ne sait pas où il est, en fait. Il ne sait pas quelle information il doit mettre dans cette edit text. Et donc, le plus pertinent, en fait, ce qui est pertinent, c'est qu'à chaque fois que la personne est sur un élément, on doit lui dire le nom de cet élément et le contenu de cet élément. Parce que là, il va voir, quand il va cliquer sur la zone identifiant, voilà,
il va avoir zone de modification. Il va cliquer sur password, zone de modification. Donc, alors que lui, il a envie qu'on lui dise zone de modification identifiant. Donc, il sait que cette zone-là attend telle information. Et donc, pour le faire, il est conseillé de combiner les deux. Donc, int, quand la zone de texte va être vide, on lui met un int, et ensuite un label for qui sert à l'accessibilité. Alors, comment on va l'utiliser? Je mets une zone de texte identifiant. Je vais essayer d'utiliser ma zapette. Donc là, l'identifiant qui est une zone de texte, je lui mets un label for qui va avoir comme valeur identifiant. Et dans la zone de texte, je lui mets un setInt. Donc ce qui fait que quand il va se placer dans la zone de texte, il aura toujours zone de modification en cours du pont, c'est un exemple, pour zone de modification en cours du pont, pour zone de modification identifiant. Donc, je vais vous mettre une vidéo, j'espère qu'elle va marcher, parce qu'elle est fait démo parfois. Et donc, l'idée, c'est toujours, dans la zone de texte, il faut lui dire à quoi sert cette zone de texte et son contenu. Parce que sinon, il va être perdu. Là, on n'a que 2 zones de texte, ça va. Mais imaginons 3, 4 zones de texte. La personne qui ne voit pas va être complètement perdue. Je vais essayer. Oh, ça va marcher peut-être tout seul. Ou pas. Je ne sais pas si le son... Valider, bouton. Donc là, valider. Identifiant, zone de modification pour identifiant. Zone de modification. Donc vous voyez la différence entre le premier. Identifiant, zone de modification pour identifiant. Clavier affiché. T. T. O. O. T. 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 O. O. Il vocalise en fait, Tollback vocalise tous les caractères. Modification en cours, Toto, zone de modification pour identifiant. Zone de modification. P. Alors j'ai fait exprès d'arrêter parce que la suite n'était pas très pertinente. Donc si vous avez fait attention, il y a l'identifiant, la zone de modification identifiant. On lui donne plein d'informations. On lui dit qu'une zone de modification identifiant, on lui a donné aussi le contenu. Et j'ai fait exprès de ne pas faire la même chose pour Password pour montrer la différence. Password, c'était assez basique. Il avait juste zone de modification. Il ne sait pas ce qu'on doit mettre dans Password. Alors que dans identifiant, on voit bien qu'à chaque fois, on lui dit que c'est la zone identifiant et le contenu, c'était Toto. Mais alors, quand quelqu'un se trompe, son login se trompe ou on veut partager une information, en général, on a des toasts et tout, mais Jules, il ne va pas les voir. Donc, il faut trouver un moyen de lui dire, par exemple, qu'il s'est trompé. Donc, password. Imaginons, il saisit son identifiant, son login, il se trompe. On lui met un toast ou autre chose qu'il ne voit pas. Donc, à la place, on peut le laisser pour les autres, mais pour ceux qui ne voient pas, à la place, on peut mettre des live regions. Alors, comment ça marche? On prend une zone de texte. Là, par exemple, j'ai mis password incorrect. On ne l'affiche pas, bien sûr. On attend que la personne se connecte. Là, par exemple, il met son identifiant, son password. Il se connecte, il se trompe, et donc, on va vocaliser, il entendra password incorrect, réessayer. Et donc, comment ça marche? En fait, il y a 3 possibilités assertives, c'est-à-dire que c'est une zone très importante. Donc, dès que l'information change, je dois partager avec la personne. Donc, je mets la valeur assertive. Polite, c'est-à-dire que je vais attendre, décaler le moment où je vais partager l'information avec la personne. Et non, on n'a peut-être pas besoin de lui dire que cette valeur a changé.
Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai mis assertif. Et donc, quand il va se connecter, son login ou son password incorrect, il entendra password incorrect. Il ne le voit pas, mais il l'entend. Alors, c'est pas mal déjà. Il arrive à se connecter. S'il se trompe, on lui dit qu'il s'est trompé. Mais sur certaines listes, on a vu tout à l'heure, il faut consulter les matières et tout. Eh bien, on lui donne trop d'informations d'un coup. Là, par exemple, si je mets une liste et tout, il arrive dans la partie matière, il clique sur cet élément, il va entendre anglais 12, français 13, ainsi de suite. Ça fait beaucoup d'informations d'un coup. Nous, on le voit, mais lui, il ne le voit pas. Il a besoin d'avoir les informations, mais de façon progressive. Donc, il faut éviter de mettre le contenant de mettre le focusable du contenant à trou. Il faut plutôt mettre les items du contenant, les éléments du contenant. Donc voilà, là par exemple, on va voir la vidéo après. Donc là, au lieu de mettre sur l'élément père, je vais mettre sur l'élément fils en fait. Ce qui donne ça. Et donc, j'ai mis une vidéo, je vais mettre une première vidéo. Anglais, 13, français, 12, mathématiques, 15, sport, 14, chimie, 11. Volet des raccourcis. AZ screen recordé. Mathématiques, 14. Donc là, on va élément par élément. Ça, c'est moi qui cliquais en fait. Donc, on a vu la différence que quand il y a beaucoup d'éléments, donc là, j'en avais que 5, c'est un exemple que j'ai pris, mais imaginons, on a une liste, je ne sais pas, on a 30, 20 éléments et tout, lui donner les informations d'un coup, ça peut l'assommer en fait, il risque d'être perdu. Donc, il vaut mieux le laisser lui, mettre le focus sur les éléments et vocaliser les éléments au fur et à mesure. Et donc, il y a une autre façon aussi de gérer l'accessibilité, parce qu'on a des éléments qui sont importants pour l'accessibilité, mais d'autres qui ne le sont pas. Donc, si on a un élément pair qui est important pour l'accessibilité, alors qu'un de ces éléments fils ne l'est pas, on peut choisir un élément spécifique et dire que celui-là, il ne sera pas important pour l'accessibilité. Mais les autres vont hériter du pair. Donc, on va choisir juste un élément et le mettre à yes ou no. Est-ce que quelqu'un a déjà... Ça vous parle ou pas cette affiche? C'est pas récent. Non? Ça parle à personne? Si? Oui, c'est ça. C'est un autre exemple que j'ai trouvé. Let's go. Comfy? No. All right. Let's just move the seat back a little. On second thought, let's just rip the front seats out, sit in the back. Actually, I was kidding about the front seat, but this is good. It's different. Comfort's important. Alors lui, il n'était pas à l'aise dans la voiture, il a customisé. Il a juste arraché les sièges. Parce que du coup, la voiture était pensée pour des personnes qui faisaient moins que sa taille. Alors, les cibles tactiles, c'est quoi une cible tactile? C'est toute partie qui réagit à l'intervention de l'utilisateur. C'est-à-dire, si j'ai un bouton, j'ai une image, si la personne clique sur ce, ou même une zone de texte éditable, si la personne clique sur cet élément,
il doit pouvoir réagir au clic. Et donc, il y a des personnes qui ont des problèmes de dextérité. Il y a des personnes qui ont un problème de dextérité. On voit, nous, ce qu'on voit, c'est, si je prends le bouton valider, on voit que la partie grise, mais en fait, la zone tactile de cet élément, c'est toute la partie rouge. Et il y a des préconisations, parce qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de dextérité des doigts, et donc plus la zone tactile est élevée, et mieux la personne va se sentir à l'aise pour utiliser l'application. Et donc, c'est quoi la préconisation? C'est du 48 dp sur 48 dp. Ça semble assez... mais en fait, il y a vraiment des personnes qui ont des problèmes de dextérité. Donc, c'est des préconisations très, très importantes à prendre en compte. Et la distance aussi entre deux éléments est très importante parce qu'il ne faut pas trop rapprocher les éléments. Et la préconisation, c'est d'avoir entre deux éléments une distance de 8 dp. Et pour les cibles tactiles, ce qu'on a vu là, les 48, je crois que ça correspond à 9 mm en fait. Alors, les couleurs et ratios de contraste aussi pour les personnes non-voyantes, c'est une information très importante. Parce que sinon, en fait, on parle des personnes non-voyantes, mais même moi, je me retrouve le soir, j'ai passé toute la journée au bureau et tout, j'ai les yeux qui fatiguent et tout, et je me rends compte que je suis plus à l'aise sur certains sites ou certaines applications qui respectent le contraste, ça me fatigue moins les yeux. Donc en fait, on se dit, quand on fait des applications accessibles, on dit qu'on fait des applications accessibles pour un public, mais on se rend compte qu'en fait, si on respecte les préconisations, on le fait pour nous tous. On le fait pour nous tous, en fait. Parce qu'un jour, imaginons, là, le problème les cibles que j'ai évoquées tout à l'heure, on dit que les personnes qui ont des problèmes de dextérité, ça peut être permanent, mais il y a des personnes, moi, par exemple, je peux me retrouver au ski et je peux me retrouver la main, le bras dans le plâtre. Mais je serais contente que ces préconisations soient respectées parce que je vais l'utiliser, en fait, beaucoup plus facilement que si j'avais des boutons qui ne respectaient pas cette préconisation. Donc les couleurs, le contraste en fait c'est pas très compliqué, c'est la différence de couleur entre un élément et son background. Et donc c'est quoi les préconisations? Quand un texte il est de 14, donc assez grand, quand il est assez grand, le rapport de contraste est 3 zéros sur 1 par rapport à son arrière-plan. Et si c'est l'inverse, c'est-à-dire que le texte il est assez grand, le rapport de contraste, il est de 4,5 sur 1. Je pensais avoir enlevé les... Je m'amusais à reprendre les répliques. Alors, les logos de marque, parce qu'en fait, on applique les rapports de contraste, mais pour certains logos qui n'ont pas les images, qui ne sont pas porteurs d'informations, on n'a pas besoin d'appliquer le rapport de contraste. Alors, et à ce moment, on s'est dit, j'ai respecté les préconisations et tout, mais est-ce que j'ai un outil, un moyen qui me permet de me rendre compte si mes éléments respectent les préconisations? En fait, on peut télécharger Accessibilité Scanner qui, lui, une fois activé, c'est dans les paramètres d'accessibilité de son téléphone, une fois activé, va récupérer le code source, en fait. Donc, on active, c'est comme un appareil photo, en fait. Il va prendre le code source de mon élément et il va me donner des préconisations. Donc là, par exemple, pour l'identifiant à la zone de texte, il m'a donné des préconisations. Il me dit d'augmenter la taille de la zone cible. Et il me dit que le contraste du texte n'est pas respecté. Donc, il me conseille d'augmenter le rapport de contraste. Pareil pour Password. En fait, Accessibilité Scanner permet... Alors, il ne garantit pas qu'à la fin, si vous suivez toutes ces recommandations, votre application est accessible, mais au moins, il vous aura donné des éléments d'amélioration.
Il y a aussi l'inspecteur de code et tout. C'est sur Android Studio, pareil. Donc, je lance l'inspect code et là, il me met 3 warnings. Il me dit, par exemple, qu'il me manque un label fort. Ou il me manquait aussi un content description, c'était là. Là, il me dit, il me manque un content description et là, il me manquait un label fort. Donc, c'est des éléments d'amélioration pour son application. Alors, qu'est-ce que je veux dire par laisser traîner des indices, en fait? On ne parle pas tous la même langue. Alors, l'anglais, on se dit, ah oui, mais tout le monde parle anglais et tout. Tout le monde ne parle pas anglais, on est en 2019. Une fois, j'étais à Toulouse et il y a une dame qui parle que italien. Enfin, j'avais pris l'avion pour aller à Toulouse et tout, donc on se retrouve à l'aéroport. Elle me suivait partout, je ne sais pas pourquoi, je devais avoir des ondes positives. Elle me suivait et du coup, elle me parlait en italien. Moi, je ne comprenais pas italien, j'ai essayé de lui expliquer en anglais. Déjà que mon anglais est tatillon, elle ne parlait pas anglais, elle ne parlait pas français, elle parlait que italien. Et donc, les aéroports, en tout cas en France, c'est anglais et... à Toulouse, en tout cas, si je me rappelle bien, c'était anglais et français. Donc, il y avait écrit les avions, les numéros, porte, gate. Mais elle ne sait pas ce que porte veut dire, elle ne sait pas ce que gate veut dire. Elle était complètement perdue, on était en 2018. Donc, il y a une hôtesse qui parlait très bien, donc j'ai mis un rapport avec une hôtesse qui parlait très bien anglais, mais elle ne comprenait pas. Et donc, je me suis dit, mais en fait, il manque quelque chose qu'on peut rajouter, parce que là, on parle d'accessibilité des applications, mais je me suis dit, je vais leur rajouter aussi cette anecdote, parce que c'est très important. Il suffisait qu'on rajoute un picto, une image universelle, elle n'aurait pas eu la langue, parce qu'en fait, la langue, c'est une barrière. Donc, il suffisait qu'on rajoute un picto universel, et bien, la dame ne serait pas perdue. J'espère que, je ne sais pas, on a pu lui expliquer, mais elle était perdue. Et donc, nous, comment on peut utiliser ça? Parce qu'il y a les couleurs, c'est pas mal les couleurs déjà. Il y a la langue, c'est pas mal la langue. Mais comme on a dit, tout le monde ne parle pas la même langue. Moi, si je me retrouve en Russie, même si j'ai fait un peu de cours de Russie, j'ai tout oublié, ou en Chine, je vais stresser parce que je me dis, s'ils mettent français-anglais, ça va, mais s'ils mettent que chinois, mais je ne vais rien comprendre. Et donc, l'idée, c'est de faire en sorte que, quel que soit l'endroit où se trouve la personne, qu'elle puisse se retrouver facilement. Donc là, par exemple, il ne faut pas se limiter aux couleurs ou à la langue, il faut rajouter des pictos. Alors, globalement, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut limiter le nombre d'éléments animés, parce qu'il y a des personnes qui sont épileptiques et les éléments animés ne sont pas conseillés. Faire la transcription, parce qu'effectivement, on ne parle pas tous la même langue, sous-titrage, et rafraîchir l'écran à la demande. Ça, c'est un élément aussi très important, parce qu'il y a des personnes on ne lit pas tous avec la même vitesse, donc il faut laisser la personne rafraîchir l'écran. Imaginez, vous êtes en train de lire et paf, l'écran qui se met à jour. Mais pourquoi? Et donc la personne, en fait, parce qu'on pense qu'on lit tous à la même vitesse, mais non, il y a des personnes qui ont des trous, par exemple, de langage et tout. Donc il faut toujours laisser la personne rafraîchir l'écran. Donc, comme on a vu tout à l'heure, éviter de grouper trop d'éléments focusables et éviter donc les éléments interface qui disparaissent après un certain temps. Il faut que la personne soit maîtresse de son... Enfin, puisse rafraîchir l'écran lui-même. Alors là, LTR, RTL. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça vous parle ou pas, RTL? C'est la radio? Non, c'est pas la radio. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Alors, LTR, c'est les langues qui s'écrivent de gauche à droite, et RTL, c'est les langues qui s'écrivent de droite à gauche.
Alors, si quelqu'un me dit « et le japonais », j'en sais rien, le japonais. Est-ce qu'on m'a déjà posé la question? Comment? Oui, c'est ça. Le problème avec le japonais, c'est que c'est compliqué. Ça dépend comment, quand on va manifester, ça dépend des chiffres selon la préfecture, selon les organisateurs. Eh bien, j'ai l'impression que le japonais, c'est pareil. Sur Wikipédia ou sur d'autres sites, j'ai du mal à savoir si c'est du LTR ou du RTL, parce qu'il s'écrit de droite à gauche, de haut en bas. Donc, si quelqu'un a l'information précise dans quelle catégorie on peut mettre le japonais, je suis preneur. Comment? D'accord. Et donc, quand on a notre application, on fait du LTR, parce qu'on fait, on est en français et tout, et après, des personnes qui parlent arabe et tout, eux, ils vont activer le RTL. Eh bien, tout, à partir de la version 17, il n'y a pas grand-chose à faire. Les API 17, il n'y a pas grand-chose à faire. Parce que le manifeste, il est à jour. Sinon, s'il n'est pas à jour, bah, il suffit de le mettre à jour. Et donc là, c'est un test que j'avais fait. Je m'étais mis avant la version des API inférieures à 17. Et donc là, identifiant, il était bien comme il faut, mais password, il ne l'était pas. Il ne l'était pas. Et donc, pour résoudre ça, à partir de la version 17, ce n'est pas compliqué. Au lieu d'utiliser on utilise des padding start et des padding end à la place des padding left. Par contre, si on est à une version inférieure au 17, on peut optionnellement rajouter des padding left et right. Mais en général, mettre des padding start et des padding end résout le problème. Et donc là, j'ai mes éléments bien comme il faut et si on fait attention, le menu, même le menu est à jour. Celui-là, là c'est la version RTL. Et donc là, il est à jour. Là, le home, il est à jour. Alors, les URL en RTL ou RTL, ça change ou ça ne change pas? Ça ne change pas? Ça change? Qui dit que ça change? Qui dit que ça ne change pas? Qui n'en sait rien du tout? Eh bien, ça ne change pas en fait. C'est universel. Les URL ne changent pas. Les sliders, ça change ou ça ne change pas? Ça change? Qui pense que ça change? Qui pense que ça ne change pas? Oui, ça change. Alors, le player, il change ou il ne change pas? Il y en a un, je pense qu'il y a déjà la réponse. Ça change. Ça ne change pas. Ouais, les players, ça ne change pas. J'ai pensé à mettre la loupe. Je les zappé, j'ai dit, je ne vais pas le mettre, mais la loupe, d'après vous, ça change ou ça ne change pas? Parce que la loupe, elle est comme ça. Donc, est-ce que là, ça change ou après, quand on change le RTL, elle devient comme ça, la loupe? Qui pense que la loupe change? Ça change. Qui pense que la loupe ne change pas? Et pourquoi elle ne change pas et pourquoi elle change? C'est comme les casseroles. Alors, ça, d'après toi, elle ne change pas. Et monsieur, d'après toi, ça change. La loupe, c'est la loupe comme ça avec le... Oui. Non, la loupe ne change pas. Je crois que je ne l'ai pas mis, mais la loupe, elle ne change pas, la loupe, en fait. Ouais. La loupe ne change pas. C'est pas comme les casseroles, quoi. Alors, Voice Access, c'est pour les personnes qui ont des problèmes de dextérité, mais je l'utilise en fait quand je conduis.
Oui, parce qu'en fait, au lieu de taper sur son téléphone et tout, Voice Access, on l'active, on le télécharge s'il n'est pas... On l'active, c'est dans les paramètres d'accessibilité aussi. Et qu'est-ce qui se passe quand on l'active? En fait, j'ai fait une vidéo, mais je me suis dit que j'aurais peut-être pas le temps et tout de la montrer, mais j'aurais dû. En fait, tous les éléments ont des numéros quand on active Voice Access. Vous l'avez déjà utilisé ou pas? Personne n'a jamais utilisé Voice Access. Eh bien, c'est très facile d'utilisation. Et donc, si on a des problèmes avec les doigts et tout, les personnes qui ont des problèmes avec les doigts, ils l'utilisent facilement. Et donc là, par exemple, j'ai repris les interfaces de tout à l'heure et j'ai fait des tests. J'ai des vidéos que je n'ai pas intégrées là. Parce qu'en fait, pourquoi je n'ai pas intégré? Je vais vous raconter les anecdotes après. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'au lieu de taper sur valider, je vais juste dire 3. Donc, il sait que c'est le bouton valider. Je vais mettre. Donc, quand je vais vouloir saisir mon identifiant, comme je sais que cet écran-là, c'est le premier écran que j'ai, je vais mettre 2. Donc, le clavier va s'afficher et je vais pouvoir lire. Quand je vais ma voix, lui, il va mettre les lettres A, Z, ERT, password, ainsi de suite. Et par contre, quand je vais vouloir valider, je vais mettre 5 et lui, il va valider en fait. Je n'aurai même pas besoin de taper avec le doigt. Et Brailleback, c'est un clavier braille qu'on peut connecter à son application. Donc, au lieu d'utiliser le clavier du téléphone, il peut utiliser Brailleback. Switch Access aussi, il permet d'utiliser les claviers. Au lieu d'utiliser, si le clavier tactile de son PC, au lieu de l'utiliser, on peut brancher, pour le brancher, on peut l'utiliser à la place. En fait, je voulais aussi remercier, c'est la fin, bientôt Génie Mobile, parce qu'ils m'ont permis d'accéder ils m'ont donné des accès gratuits à leur émulateur sur le cloud. Parce que comme je faisais beaucoup de tests et tout, avec plein de versions d'Android différentes et tout, c'est pas mal d'avoir accès à ces émulateurs. Je pouvais changer la version d'Android, mode tablette ou pas, pour faire les tests et tout, c'était pas mal. Et clin d'œil à mes 4 fantastiques, parce que pour moi, je les ai rebaptisés. C'est des personnes qui, pour diverses raisons, m'ont donné un coup de main pour préparer cette conférence. Notamment Exirel avec les Lego et tout. Eh bien, merci. Et comme j'ai dit, en fait, quand on fait des applications, si on fait des applications accessibles, en réalité, ce n'est pas pour un public, c'est pour nous tous. Parce que, comme j'ai dit, on peut nous se retrouver dans une situation où, pour utiliser Voice Access, parce qu'on est dans une situation où le bras dans le plâtre, ou le soir, les contrastes bien respectés. En fait, ça rend service à tout le monde. Donc, quand on fait des applications accessibles, ce n'est pas seulement pour une partie de la population, c'est pour nous tous. Et ce n'est pas plus compliqué, en fait, de prendre en compte ces préconisations. Il faut le prendre en compte dès le début, effectivement, mais ce n'est pas plus compliqué que ça. Je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions, Bonjour, merci pour la conférence. Quand on utilise VoiceOver avec un champ input et qu'on veut mettre des chiffres dedans. Alors VoiceOver, c'est iOS, c'est ça? Voice Access, pardon. Comment on utilise? Avec des? Ouais, avec des chiffres. Par exemple, on a un champ username oui, avec des chiffres dedans. Je pense qu'il reconnaît la voix. D'accord.
C'est à la voix, je dis 124. Je m'étais passé 1, 2, 3 et il m'est passé 1, 2, 3. Alors, j'ai testé moi avec chiffre par chiffre. Je n'ai pas effectivement testé de dire 12 000 et quelques, mais j'ai fait des tests totaux passés. Donc j'ai mis Toto, il met Toto, passé. Il m'est passé, je m'ai passé 1, 2, 3. En sachant que, comme j'ai dit l'anecdote de tout à l'heure, il y a aussi un problème avec l'accent. Moi, par exemple, il changeait certains mots, mais en fonction de mon accent. Donc, avec les chiffres, il ne devrait pas y avoir de problème. Merci. Donc, merci pour la conférence. Donc, je voulais vous demander pour Voice Access, est-ce qu'il y a un mécanisme d'apprentissage pour la voix? Comment j'ai? Est-ce qu'il y a un mécanisme d'apprentissage pour qu'il apprenne notre voix, comme avec Microsoft Est-ce qu'il y a un mécanisme Ouais, d'apprentissage? Avec Voice Access, ouais. C'est-à-dire? En fait, on lit des phrases pour en fait entraîner l'outil de façon à ce qu'il reconnaisse mieux notre voix après. Ah, je n'ai pas compris la question en fait. Parce que Voice Access, si je l'active, je dis le nom du champ, je dis Toto, il écrit Toto. Après, effectivement, avec mon accent, il peut changer légèrement, mais je n'ai pas bien compris la question en fait. En fait, mécanismes. dans les logiciels de reconnaissance vocale, il y a des systèmes d'apprentissage qui sont des fois mis en place de façon à justement qu'ils reconnaissent mieux les accents et choses comme ça. Ah ok, j'ai pas testé plus que ça. Moi, je l'ai juste testé pour remplir un champ et tout. Et après, effectivement, j'ai remarqué qu'avec mon accent, effectivement, il pouvait changer certains mots, mais non, je ne saurais pas répondre. Ok, merci. Yes. Bonjour. Est-ce qu'il y a moyen de faire du remplissage automatique de formulaires? Par exemple, pour les champs d'adresse ou les identifiants MEPES qui seraient déjà sauvegardés dans le téléphone? On peut les récupérer, si on veut, oui. On peut les récupérer. J'ai pas compris, parce que pour moi, c'est un background qu'on récupère, qu'on remplit les champs ou pas? Oui. Et il aurait rempli où cette adresse? Je ne sais pas. Je ne sais pas, sans doute, mais après, s'il y a un moyen peut-être de récupérer, mais non, je ne vois pas. Je ne vois pas. Oui. Il y avait une question. Oui, merci pour la présentation. Pour les applications web, il existe un référentiel RGA. Oui. Est-ce qu'il y a un référentiel spécifique pour les applications mobiles ou, Oui, parce qu'en fait, il y a des préconisations Google, il y a les sites officiels de Google, pour Android en tout cas, qui listent les préconisations et tout. Donc là, je n'ai pas tout présenté parce qu'on ne peut pas tout présenter. Je ferai une présentation à Android Maker où je vais montrer les services d'accessibilité. Donc ça va aller encore plus en profondeur et tout. Mais effectivement, il y a un site officiel de Google qui liste les préconisations pour rendre son application accessible. Et il y a aussi le site, un référentiel même gouvernemental, ce que j'avais échangé avec une dame pour valider certaines choses et tout. Il y a aussi un référentiel gouvernemental pour les applications web et pour les applications mobiles. Et quand il parle d'applications mobiles, c'est pas qu'Android, bien sûr. Quand c'est gouvernemental, c'est pas qu'Android, c'est Android, iOS et toute plateforme. Donc oui, il y a les référentiels. Je l'ai mis dans les sources normalement pour ce qui est de la partie Android. Il y a effectivement des référentiels qui existent. Je crois qu'il y avait une question là aussi. Non?
Eh bien, pas d'autres questions. Merci à tous.